Alors, pour être bref dans la réponse à votre question, peut-être faut-il rappeler qu'il existe au moins deux grandes conceptions de la liberté d'expression dans la période qui va en gros du XVIIIe siècle à nos jours, qui est d'une part celle qui considère que la liberté individuelle est absolue, quasi absolue, et qui doit s'exercer quasiment sans limite ou avec des limites les plus restreintes possibles. Et c'est un système, enfin c'est un principe qu'on voit surtout s'appliquer pour aller vite dans le monde anglophone, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et qui part, enfin je l'analyse avec mon regard d'historien, qui part du principe qu'au fond, celui qui est l'adversaire de la liberté d'expression, c'est le pouvoir politique. Et donc les lois concernant la liberté d'expression sont faites pour protéger d'une certaine manière contre le pouvoir politique. J'ai dit ça évidemment de manière un peu rapide. Alors, on le voit bien aux États-Unis, comment l'individu est d'une certaine manière toujours en combat ou en débat avec le pouvoir politique, et notamment le pouvoir central. D'une certaine manière, en France et dans beaucoup d'autres pays européens, la conception est différente. Elle n'est pas inverse, mais elle est différente. Elle est différente en ce sens que les lois, d'un côté, permettent la libre expression des citoyens, bien sûr, c'est un des piliers de la démocratie, mais cette loi, elle doit non seulement protéger les citoyens, mais elle doit également protéger l'État. Et l'État a, au fond, un rôle important, puisque c'est l'État, alors pour la France, ça me paraît presque une évidence, c'est l'État qui va protéger les citoyens. C'est l'État qui va garantir, d'une certaine manière, le fait que la loi, ou les lois sur la liberté d'expression, vont à la fois lui permettre, en tant que citoyen, de s'exprimer librement, mais d'être protégé contre une série d'atteintes. Alors, pour aller très vite, l'une des caractéristiques, à mon sens, des lois sur la liberté d'expression en France, c'est qu'elles ont été édictées, enfin, la loi principale, qui est ce qu'on peut appeler un des piliers de la République, qui est la loi de 1881, qui est un des fondements de la politique moderne en France, c'est une loi sur la presse. Alors, bien sûr, c'est une loi qui garantit la liberté d'expression de tout citoyen, mais c'est une loi qui a été faite d'abord ou avant tout pour permettre la libre expression de la presse étant considérée par tradition en France, ou dans d'autres pays, notamment en France, comme l'un des vecteurs majeurs de la possibilité de s'exprimer. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que toutes les limitations qui sont venues, alors soit dès le départ, dès 1881, mais ensuite, par exemple sur la question du négationnisme, ont toujours été des dispositifs qui ont modifié cette loi sur la presse. Alors l'un des problèmes, c'est est-ce qu'une loi sur la presse dont les fondements remontent à la fin du XIXe siècle peut encore avoir la même importance, la même efficacité au début du XXIe siècle, ou même la notion de presse, venant de l'imprimerie, enfin des journaux écrits, a évidemment complètement changé. Mais en gros, voilà, en France, il y a toujours eu des limitations à la liberté d'expression. Toujours. Ne serait-ce que l'injure, la diffamation, même l'atteinte au chef de l'État, qui a été supprimée tout récemment comme délit spécifique en 2013. Donc la liberté d'expression ne se comprend pas dans le système français sans immédiatement des limites qui sont censées protéger le citoyen, mais aussi protéger l'État, d'une certaine manière. Alors oui, la situation est totalement comparable en Belgique. Nous avons également une loi fin du XIXe siècle qui protège la presse. Donc je ne vais pas vous emmener dans les méandres du droit belge. Peut-être plutôt ce qui est intéressant d'un point de vue de juriste, c'est de voir qu'en droit international des droits de l'homme, droit international des droits humains, la liberté d'expression a été protégée principalement après la Deuxième Guerre mondiale, dans une série de textes. Que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la Convention romaine des droits de l'homme, que ce soit le Pacte international des Nations unies sur les droits civils et politiques, que ce soit dans d'autres conventions internationales des Nations unies ou dans d'autres conventions régionales, je pense à la Convention interaméricaine des droits de l'homme ou la Charte des droits africaine et également la Déclaration de l'ASEAN. Donc on a vraiment une multitude de textes juridiques
qui proclame la liberté d'expression, et tous ces textes la consacrent comme un droit relatif. Donc dans tous ces textes, c'est pour ça qu'on parle d'exceptionnalisme américain, puisqu'effectivement aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution nous dit le Congrès, c'est-à-dire toute autorité publique, ne peut faire aucune loi restreignant la liberté d'expression. Donc là, on a vraiment, mais on parle dans l'espace public. Par contre, si vous êtes dans les campus américains ou dans le milieu de l'entreprise, les restrictions à la liberté d'expression sont multiples. Mais dans l'espace public et par rapport aux autorités publiques, la liberté d'expression est conçue comme un droit absolu. Par contre, en droit international des droits de l'homme, elle est conçue comme un droit relatif. Et tout, même si elle est formulée de manière qui peut être parfois légèrement différente pour des raisons historiques, dans ces différentes conventions internationales, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions d'organes comme la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme, comme le Comité des Nations Unies des droits de l'homme, se rejoignent en très grande partie. Et les tests qui sont habituellement appliqués pour vérifier si une exception à la liberté, une dérogation plutôt à la liberté d'expression est permise, ce sont des tests assez stricts. On va d'abord vérifier si cette dérogation est prévue par une loi, est prévue par le droit. On va vérifier si elle poursuit ce qu'on va appeler en droit un but légitime, comme par exemple la protection de la sécurité nationale ou la protection de la réputation des droits d'autrui. Et ensuite, on va vérifier, et en général, c'est surtout en Europe qu'on fait cela, ce qu'on appelle la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'on poursuit. Est-ce que, en d'autres termes, on ne tue pas une mouche avec un fusil? Et donc, est-ce que la dérogation n'est pas disproportionnée, trop grande par rapport à le but que l'on veut atteindre? Et je vais rebondir sur un exemple dont M. Rousseau vient de parler. Il dit « L'atteinte au chef de l'État, la réputation du chef de l'État a été supprimée en France en 2013. Elle a été supprimée en France en 2013, notamment suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'affaire Héon contre France. C'est une affaire où M. Héon, c'est un militant, c'est un socialiste. C'est un élu d'une petite municipalité en France. Il est militant anti-OGM, et lors d'un passage de Nicolas Sarkozy, alors que Nicolas Sarkozy est encore président à Laval, donc dans la ville où il est en bord du passage du cortège présidentiel avec un petit écriteau, et vous m'excuserez l'expression, mais sur ce petit écriteau, il est écrit « Casse-toi, pauvre con ». Et par cet écriteau, en fait, Hervé Héon reprenait une expression que Nicolas Sarkozy avait lui-même utilisée à l'encontre d'un agriculteur lors du salon de l'agriculture, agriculteur qui avait refusé de serrer la main au président, et les micros présents sur place avaient saisi l'expression de Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con, et cette expression était vraiment tournée sur les réseaux sociaux de manière virale, et était devenu un slogan politique. Donc M. Héon ne fait rien d'autre qu'être avec son petit écriteau au bord du cortège présidentiel. Il se fait arrêter, il se fait poursuivre devant les juridictions pénales françaises, et il se fait condamner de manière symbolique, 30 €, une amende de 30 € avec le décime additionnel, pour offense, atteinte à la réputation du chef de l'État. Et toutes les juridictions françaises confirment cette condamnation. Et après ce qu'on appelle l'épuisement des voies de recours internes, donc on était en première instance, on appelle en cassation, on va devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France en disant « Oui, M. Héon avait l'intention d'offenser le chef de l'État. Oui, ce qui est écrit sur l'écriteau est littéralement offensant, c'est injure. Mais on ne peut pas, dans une démocratie, se passer du contexte. Or, dans ce contexte, M. Héon développait un débat politique, un débat d'idées, reprenait une contestation politique. Et la Cour reprend ce qu'elle dit de manière systématique depuis 1976. La liberté d'expression ne vaut pas uniquement pour les idées qui sont accueillies avec faveur, mais également
et c'est vraiment une expression qu'elle reprend chaque fois, pour des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent. Et donc la liberté d'expression, très certainement lorsqu'elle implique la critique d'un personnage politique, peut aller très loin. Et donc la notion d'injure ne peut pas être, comment dire, coupée du contexte dans lequel elle est formulée. どうも、山本でございます。本日はどうもお招きいただきありがとうございます。私、与えられた時間でちょっと説明したいと思っているのは、私の専門とする憲法学が表現の自由をどういうふうに捉えているかということです。というのも、後ほど出てきますヘイトスピーチの規制などの問題について、憲法学者はですね、割と慎重ないし批判的な立場を取ることがこれまで多かったので、なんでそういう立場を取るのかということをちょっとご説明するのも、ヘイトスピーチ規制を考える上でもとても重要ではないかと思いますので、ちょっと説明させていただきます。でベルギーと同じように日本でもですね、表現の自由が認められるようになったのは第二次世界大戦戦後のことです。で、戦後の憲法ですね、1946年に制定された日本国憲法の21条に、集会結社及び、言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障するという、力強い、表現が与えられています。で、憲法の教科書を見ますとですね、この条文によって、人はその内心の精神の作用を外にですね、どんなことでも出すことが、思ったこと、感じたこと、どんなことでも言うことができる。しかも自分のこれでやりたいなっていう方法で表現することができるというふうに考えられています。そして表現の主体は個人でもいいし、それから団体でもよい、こういうふうに考えられています。で、憲法にこういうふうになぜ表現の自由が大切だというふうに言われているか、その理由についてはですね、憲法学は主に2つの視点から説明します。一つはですね、自己実現にとって表現の自由がとても大切であること。で、もう一つは自己統治。ちょっと日本語でもちょっと難しい言葉ですけれども、デモクラシーのために表現の自由は大切ですと、そういうことになります。ですから自分の思ったことを自己実現として言うという側面と、社会的にですね、デモクラシーを実現するために大切だというふうに考えています。さらにですね、理由としては真理に到達するためには人々はみんな自由にしゃべれないといけないということ、それから、政治や社会が変化していく、滑らかに変化していくためには批判的な言論も自由に出すことを認めないとですね、やがて、突然革命、暴力的な革命が起こる心配がある。それよりは、日常的に政府に対して批判的なことを言う自由を認めた方が体制は安定するし、緩やかな仕方で変化していく、こういうふうに考えてきましたですね。それで、ですのでこれは非常に重要な権利だということを、強調します。例えば、表現の自由は他の人権に比べて優越的な地位に立つ。いろいろな人権が保障されていますが、それよりも一段高い保障が行われていると、こういうふうに考えるわけですね。で、これをもう少し説明しますとですね、表現活動はもちろんいろいろなところで制約を受けるわけです。先ほどお話ありましたように、プライバシーを侵害したり名誉を侵害したりすることが許されるわけではないですけれども、その時には2つの規制を分けて考えるというふうに憲法学は一般的に考えています。一つは内容、表現の内容を規制するもの、それから表現の方法や場所や時を規制するもの、これは大きく違うものだというふうに考えます。つまり、ある夜はうるさいから表現しちゃいけないよとかですね、この場所は静かにしなくてはいけないから表現を規制しますよというのは、これはある程度認められるでしょう。しかしこの表現をしたらいけません、中身がいけません、これを表現内容規制っていうんですけれども、中身がいけないという規制は
なるべく慎重にしなければいけないというふうに考えます。それでは中身の規制ってどういうのが日本の中であるのかというと、一つはわいせつですね。それから、プライバシー、名誉、こういったものを守るためには中身を問うてよいということを、言っているわけです。お分かりのように、ヘイトスピーチ規制はですね、この中で中身そのものを吟味して、で権力がこういう中身のものは世の中には出てはいけませんという仕方で真正面からですね、禁圧、抑圧するので、これは表現の自由の今までの一般的な話の中から見ると非常に慎重に考えなければいけない、これが憲法がヘイトスピーチを考える時のですね、基本ということになります。で、最後一つだけ申し上げるとですね、こういったヘイトスピーチに関わるような表現はいろいろな形態を取るのでですね、規制する場合に規制する言葉が非常に一般的でぼんやりとしたものになりがちですね。そうすると、権力の側にいる人、警察官だったり検察官だったりはですね、乱用する心配がある、明確じゃないと乱用する心配がある。逆に市民の側から見ると乱用される心配があるものはですね、もし下手にそういうことをやると自分が逮捕されちゃうかもしれないとか、起訴されてしまうかもしれないとか、非常に恐怖を感じるんですね。これは専門用語で、萎縮的効果っていうんですけれども、これ英語のチリングエフェクトっていう言葉の日本語訳なんですけれども、そういうことがあるので、非常にヘイトスピーチを内容を明確に区切って規制するようなことは難しいと、こういうふうに考えるのでですね、慎重な立場に立っていると、そういうことが言える。とりあえずはこれだけ。ありがとうございました。Je le disais tout à l'heure, dès la promulgation en France de la loi de 1881, et je pense que c'est la même chose dans la plupart des juridictions européennes, des premières lois, la notion de restriction était déjà là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est un droit absolu, en tous les cas, il y avait d'entrée de jeu des limites à cette liberté d'expression. Pour le sujet qui nous occupe, c'est évidemment la période plus récente qui est intéressante. Alors, sans faire un historique complet, il y a, on va dire, 3 grandes étapes en France qui vont mener à une restriction qui a suscité d'ailleurs beaucoup de débats à la loi de 1881 sur la liberté d'expression. La première étape, c'est en 1972. C'est une loi qui va, c'est la première loi, en fait, qui est une loi qui réprime le racisme et l'antisémitisme. Et donc c'est une loi importante, d'abord par son objet, parce qu'elle va réprimer donc, ce qu'on appelle le hate speech, les discours de haine, explicitement. C'est vraiment une loi qui est consacrée exclusivement à ce propos. C'est une loi qui précise plusieurs choses. D'abord que l'action publique peut entrer, l'action publique peut se manifester sans qu'il y ait plainte de particulier. C'est-à-dire, en gros, l'État se saisit du problème et considère qu'un propos raciste est une atteinte à l'ordre public. Ce n'est pas simplement un dommage qui est fait à un particulier. Et puis il y a une autre disposition qui me paraît extrêmement importante parce qu'elle va jouer un rôle considérable dans tous les débats autour du passé, en général, en France comme en Europe, c'est que la loi autorise une association à se porter partie civile. C'est-à-dire une association antiraciste, une association de défense de victimes, par exemple sur le génocide des Juifs ou aujourd'hui sur les Tutsis, je reviendrai rapidement, les Tutsis au Rwanda, peuvent se porter partie civile et donc peuvent agir en tant qu'association au nom d'un groupe, au nom d'un groupe constitué, ce qui va changer considérablement la nature du débat. C'est-à-dire on va introduire entre d'un côté l'individu qui peut se sentir atteint comme étant, je ne sais pas, noir, juif, enfin toutes les possibilités de discours de haine, et l'État qui lui considère que c'est un désordre, enfin c'est une atteinte à l'ordre public, il y a une association qui va pouvoir intervenir en tant que porte-parole de ce groupe. C'est-à-dire que d'une certaine manière aussi on identifie de manière, en tous les cas on permet une identification beaucoup plus claire et beaucoup plus forte du groupe qui lui va, défendre les intérêts entre guillemets d'une communauté. Vous
voyez où je voulais en venir, parce que c'est une loi qui, d'une certaine manière, enfin sans prendre une position politique, mais a favorisé comment dire, un débat qui s'est cristallisé sur différentes communautés. Puis alors le deuxième élément qui est le plus connu, c'est évidemment ce qu'on appelle la loi Guesso. Jean-Claude Guesso était un député communiste, je précise de la Seine-Saint-Denis et notamment de la ville de Drancy, qui était l'ancien camp de transit vers Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'est pas complètement indifférent de le rappeler. Et donc il introduit une disposition qui va entrer dans la loi, donc en 1990, qui réprime la négation de crimes de guerre, enfin de crimes contre l'humanité tels que définis par les accords de Londres de 1945, en gros le tribunal de Nuremberg, qui est une loi qui va susciter énormément de débats parce qu'elle vise très explicitement ce qu'on n'appelle pas encore, enfin ce qu'on commence à appeler déjà des négationnistes, c'est un terme évidemment que j'ai forgé quelques années auparavant, c'est-à-dire ceux qui nient l'existence du génocide de Juifs. Pour information, le principal fondateur, animateur de ce courant politique d'extrême droite, on peut dire, et antisémite, est mort cette nuit en France, il s'appelait Robert Faurisson. Et donc, cette loi va introduire un élément essentiel, puisqu'elle va dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir concernant l'histoire et le passé. Elle va formuler un interdit qui apparaît comme une limitation à la liberté d'expression et à la liberté d'écrire l'histoire. Ce n'est pas mon point de vue. Je pense que cette loi était une loi qui portait atteinte à un propos explicitement antisémite. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de l'origine de cette loi, mais ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, c'est la prévention d'une parole fondamentalement antisémite. Les gens qui nient les chambres à gaz ou l'existence des génocides des Juifs ne sont ni des historiens, ni des intellectuels ou je ne sais quoi, ce sont des gens qui ont fait de cet élément le cœur de l'antisémitisme contemporain. Puis il y a une troisième étape sur laquelle je vais très vite, pardonnez-moi, c'est notamment à la suite de directives européennes et à la suite aussi de l'évolution des débats en France et en Europe, est-ce que la répression de la négation des génocides de Juifs pouvait rester valable uniquement pour ce génocide? Eh bien non. Alors, sans refaire tout l'historique qui est assez compliqué, je veux dire, aujourd'hui nous avons une situation assez particulière. Depuis l'année dernière, vous pouvez être condamné pour nier l'existence du génocide des Tutsis au Rwanda. Pourquoi? Parce que le génocide des Tutsis au Rwanda a été qualifié comme tel, c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire qu'une juridiction internationale va utiliser et qualifier un crime de génocide, c'était le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et donc, si vous niez ce crime, vous êtes passible de la loi Guesso qui au départ s'appliquait uniquement pour des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un autre problème, il y a eu d'autres génocides dans l'histoire récente, notamment au XXe siècle, et notamment celui des Arméniens, et donc il y a eu une tentative, notamment du gouvernement socialiste, de faire introduire la même disposition pour la négation du génocide des Arméniens, qui est un problème au moins aussi important que pour le Rwanda, puisque c'est la position officielle de la Turquie, donc ça pose un énorme problème, y compris sur le plan international. Mais cette disposition n'est pas passée dans la loi. Le Conseil constitutionnel s'y est opposé, pour une raison que je résume très rapidement. Autant le génocide des Tutsis a été qualifié comme tel par une juridiction nationale ou internationale, autant le génocide des Arméniens n'a jamais été qualifié comme tel par une juridiction. Il a été qualifié comme tel par le Parlement français. Le Parlement français a édité une loi, les fameuses lois mémorielles, en 2001, disant la France reconnaît le génocide des Arméniens. Mais cette reconnaissance par une instance législative n'a pas, du point de vue du Conseil constitutionnel, n'avait pas valeur, n'était pas suffisante pour pouvoir réprimer un crime qui n'avait pas été identifié comme tel par une juridiction nationale ou internationale. D'où cette situation très paradoxale. Voilà trois grands génocides, peut-être les trois grands génocides du XXe siècle. Vous niez l'existence de la Shoah, vous niez l'existence des Tutsis, vous êtes condamnable par les tribunaux, et les condamnations sont relativement lourdes aujourd'hui, c'est de la prison, c'est un délit. Vous niez l'existence du génocide des Arméniens, vous ne risquez rien. Donc je vais revenir sur le discours de haine pour essayer de faire les distinguos qu'on essaye de faire en droit entre discours de haine, discrimination et alors le cas peut-être, si j'ai le temps, un peu particulier
d'effectivement la répression du négationnisme. Alors on parle beaucoup de discours de haine, de propagation du discours de haine, mais le droit international des droits de l'homme ne nous offre pas de définition. On n'a pas de définition précise du discours de haine. Je peux vous donner un exemple, on a le comité des ministres du Conseil de l'Europe, donc quand on parle du Conseil de l'Europe, c'est la grande Europe, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe de la France à la Russie. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe nous dit, et je cite, toute expression qui répand ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou toute forme de haine basée sur l'intolérance ou qui incite cette haine ou qui en fait l'apologie. Et donc ça c'est on pourrait dire une définition générique en droit international des droits de l'homme, mais cela veut dire que à chaque fois on doit quand même aller regarder dans le droit national, puisque le droit pénal est un droit éminemment national. Et donc si je regarde dans le droit belge, qui n'est pas très différent du droit français, on va voir qu'effectivement l'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, à la ségrégation va être punie. Il faut que l'auteur des propos incite d'autres personnes à s'en prendre consciemment, donc c'est quand même très restrictif, s'en prendre consciemment à une ou à plusieurs autres personnes en raison d'une série de critères de discrimination. Ça peut être la race, l'origine ethnique, mais ça peut être l'identité de genre, ça peut être le sexe, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être l'âge, donc une série de critères de discrimination. Ça doit être fait en public et ça doit être fait avec l'intention de nuire. Et tous ces éléments doivent évidemment être prouvés par le ministère public, par le procureur, pour que l'infraction soit établie. Et cette répression du discours de haine, avec des catégories pénales bien définies, on la retrouve dans une série de pays du Conseil de l'Europe, mais pas dans tous les pays du Conseil de l'Europe. Et l'idée en Europe, évidemment, suite au traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire que le discours et les actes peuvent être liés. Le discours de haine entraîne des actes de haine. Et c'est vraiment cela qui différencie, je dirais presque sur un plan philosophique, la situation en Europe et la situation aux États-Unis, puisqu'on parle d'exceptionnalisme américain. Et donc je vous donne un exemple pour bien comprendre. Un exemple qui concerne, on parle beaucoup souvent de discrimination, d'incitation à la haine raciale, mais je vais vous donner deux exemples. Un exemple où on est effectivement dans l'incitation à la haine raciale ou religieuse, et un autre qui concerne l'homophobie. Donc il y a eu un cas récemment, et c'est toujours soumis aux tribunaux en France, dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, où un restaurateur d'un restaurant assez cossu a refusé de servir deux clientes, très bien habillées, donc par rapport à l'établissement qu'elle souhaitait fréquenter, à les servir parce qu'elles portaient le foulard, le hijab, le voile islamique, en indiquant, et je cite, « Les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes ». Et ça a été filmé, donc évidemment sur le plan de la preuve, ce restaurateur est très très mal embarqué par rapport à l'action pénale qui est instruite à son égard sans vouloir préjuger la décision du tribunal. Et donc il a obligé ces deux personnes, ces deux femmes à sortir. Ici on a deux choses. On a un discours qui peut être qualifié éventuellement de discours de haine, mais ce n'est pas là où le droit va être le plus efficace. Le droit va être efficace dans le refus de donner accès à un restaurant en raison de l'origine ethnique des personnes et de la religion des personnes. Et donc, il faut chaque fois faire quand même la différence entre un acte et un acte discriminatoire. Je refuse de vous servir en raison de votre origine, ou un acte qui est simplement du discours. Et cette différence-là est très souvent omise dans les médias. Maintenant, si on en vient à l'homophobie, pour comparer deux décisions qui ont été rendues l'une en 2012, l'autre en 2011, donc quasiment à la même époque, entre la Cour européenne des droits de l'homme et les États-Unis. Aux États-Unis, on a un soldat tué en Irak, funérailles de ce soldat, et ce soldat est gay et il avait fait avant son décès son coming out. Et lors de ces funérailles, il y a des manifestations ouvertement homophobes,
avec une série d'écriteaux, mort au gay, tu l'as bien mérité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, qui se tiennent à une centaine de mètres de distance de l'endroit où on est en train d'enterrer ce soldat. Selon les standards d'une série de juridictions européennes, ce serait du discours de haine, ce serait condamné. Aux États-Unis, ce n'est pas condamné. Vous pouvez avoir, et la Cour suprême des États-Unis a statué là-dessus en 2011, une condamnation contrevient au premier amendement de la Constitution. Pour le comparer, une affaire qui vient de Suède, qui s'appelle l'affaire Vegeland contre Suède, vous avez une association qui milite contre l'homosexualité, pour peu que ça ait un sens, et qui se rend dans une école, dans un collège, et qui distribue des tracts aux enfants, qui en met dans leur... C'est des enfants, ils sont adolescents, qui les met dans leur casier, ou qui les met sur leur casier, et sur ces tracts, on peut lire l'homosexualité est une propension à la déviance sexuelle, c'est un effet moralement destructeur sur les fondements de la société. L'homosexualité est à l'origine de la propagation du virus du VIH, ce genre de choses. Ces personnes se font condamner en Suède pour incitation à la haine. Cela passe devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais là on pourrait se dire qu'on est devant un cas limite, puisqu'on n'a pas une incitation directement à poser des actes contre des personnes. Mais la Cour européenne des droits de l'homme valide la condamnation qui a été faite par la Suède en disant on doit tenir compte du contexte. Le contexte, ça se passe dans une école. La condamnation est une condamnation relativement faible et donc il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. Tout ça pour vous montrer que dès qu'on rentre dans les cas concrets, on a effectivement énormément de tensions qui sont manifestes. Et il y a eu des critiques, par exemple, contre cette affaire Vegeland contre Suède. 私は専門は精神医学なんですけども、臨床の精神科医もやっています。で、私の臨床の現場にもこのヘイトスピーチで、心に傷を受けた当事者もやってきますし、後で説明しますように、ヘイトスピーチに抗議をしてこのデモの参加者から攻撃を逆にされた市民の人が心に傷を負って診察室にやってくることもあります。でまた精神医学の専門家としてこの日本のヘイトスピーチというのは非常に深刻な社会の病だと考えておりまして、そういう立場から少しお話をさせていただこうと思っています。先ほど山本さんが説明しましたように、日本では、戦争の前にはかなり激しい言論の弾圧があって、私たちにとって表現の自由というのは勝ち取ったものでもありますし、とても大切にしなければならないものだということはよく分かっています。しかし今の日本にはやはり制限をしなければいけない表現というのが、あるいはこれを表現というふうに呼んでしまうので話が複雑になるんですけれども、制限をしなければいけないような一つの言動というものが、存在するのではないかというそういう立場からお話をしたいというふうに思っています。で特に2000年代になってインターネットが普及をし始めてから、匿名で多くの人たちが自分の意見を発信するようになって、それは大変にポジティブなことではあるんですけれども、その中で日本ではインターネットを介して社会的な少数者や社会的な弱者を攻撃するようなヘイトスピーチというものが非常に多く発信されました。そして、規制も受けないまま野放しになっていたそれらのインターネット上のヘイトスピーチはインターネット空間を出て実際の路上でのヘイトスピーチデモという形になって現れるようになり、大変に残念なことなんですが、日本でもいまだに毎週のようにこのヘイトスピーチデモというのが行われているというような状況があります。例えば、そこではですね、ここの写真にありますように、
ヘイトスピーチデモをする人たちはこの日本の国旗や日章旗と呼ばれる、戦時中の日本の軍の象徴の旗ですね、あれを持って、行進をします。で右側の写真の旗というんですか、そこに出てる字は日本と韓国の、国交を断絶しろというそういうスローガンが書かれたりしています。次のスライドお願いします。で先ほどロリブさんがおっしゃってたように、日本のヘイトスピーチをする団体の多くは日本にいる、住んでいる韓国人の方や韓国に対して非常に激しい憎悪を向けるんですけれども、プラカード、ここにあるプラカードには、韓国や韓国人は韓国人であるから悪いとか、韓国人は皆殺せとかですね、そのグループによってそれを悪と決めつけて日本から追い出そうとする、排除しようとするというね、そういうロリブさんがおっしゃったのと同じような特徴があると思いますけれども、非常に強い言葉で非常にひどい言葉でスローガンをこういうふうに書いたり叫んだりをしています。で次のスライドお願いします。ただし日本にも、こういった左側はヘイトスピーチを行っている団体なんですけれども、カウンタープロテストをする市民の団体もいます。しかしそこには非常に激しい衝突が起きるものですから、これも毎回のことなんですが、ヘイトスピーチをしている団体と、日本の市民のカウンタープロテスターの間に警官が割って入ってですね、両者が衝突しないようにするという、それ非常に日本の大きな特徴だと思います。で結果的にこの警官たちは皆このカウンタープロテスターの方を向いている、つまり、彼らを規制しているんですね。で、この映像を見るとあたかもヘイトスピーチ団体を守っているように見えると思いますけれども、そういった光景がいつも繰り広げられています。次のスライドをお願いします。これも同じですね。もうこれは左側の光景はこれ私が実際に見たヘイトスピーチデモの現場なんですけれども、ここにも外国人の観光客の方が通りかかって、これは警察官のデモなのかっていうふうに言いましたまさにそう見えると思います。ほとんどヘイトスピーチ団体、差別主義の団体はよりも警官の数のがずっと多くて、取り囲むようにして彼らがデモ行進をしています。そして右側には市民のカウンタープロテスターですけども遮られて、彼らは遮られた場で、プラカードを出したり抗議の声を上げたりしていて、あたかも、警察対市民というような、そういうような構図もあるような状況です。それでこういった状況が日本では2016年まで全く何の規制も行われずに表現の自由という名の下で、繰り広げられて、今ここに見せたように一部の市民がそれに対して抗議の声を上げるという状況が続いていました。で2016年にようやくヘイトスピーチ対策法という一つの法律ができました。ただその法律は非常に、限界があるものでまだうまく機能しておりません。その法律については後ほど山本先生からもまた説明があると思いますけれども、いずれにしましても日本では、今日ヨーロッパの現状をいろいろお話しくださいましたけれども、こういったヘイトスピーチに対してですね、何ら罰則を与えるとか強い制限を与えるということができないまま今日に至っているという非常に残念な状態があります。はい、最近のヘイトスピーチをめぐる状況について皆さんに少しご紹介したいと思います。加山先生の方からもすでにお話がありましたけれども、こ
この件については長い間法律的な規制は、法的な対処は全く行われていませんでした。ただ一つ言わなければいけませんのは、人種差別撤廃条約1995年ですかね、日本で、批准されましたけれども、ここには先ほど、ロリン先生からお話があったように、ヘイトスピーチを抑圧しなければいけない、制約しなければいけないという規定はあったんですが、日本政府はこれに対して留保ということをしています。つまり、このような部分はですね、条約の表現の自由に対する制約になりかねないので、日本政府としてはそれをそのまま認めるわけにはいかないと。そして日本の現状はですね、これは2008年になっても日本の政府はそう言ってるんですけれども、厳しい制約をするほどの状況に日本はまだ立ち至っていないというのが、日本の政府の公式的な見解でした。でしかし、加山さんのおっしゃるように、こういう非常に激しい状況があってですね、日本政府も対応が迫られまして、2016年にですね、初めてですね、このヘイトスピーチに関係する法律ですね、ヘイトスピーチ規制法というものが制定されました。しかしこの法律はですね、何を規定しているかというと、国その他はヘイトスピーチをなくす責務を負っていますということですね。そして地方自治体に対してヘイトスピーチに対する人権教育や人権啓発活動を行わなければいけないこと、それから地域の実情に応じた施策を講ずるですね、こういうことを決めたものであって、厳しい、反ユダヤのですね、主義の言説に対して、刑務所に行かなければならないというようなですね、厳しい規制では全くありません。で、その後ですね、さらにこの法律を受けて各地方自治体ではですね、いろいろな動きがあるので、それを紹介したいと思いますけれども、2016年の1月に大阪市がですね、ヘイトスピーチに関するですね、条例を設けました。これは大阪市がヘイトスピーチ審査会というのをですね、設置します。で、この審査会が寄せられた情報に基づいて、これは問題行動だというふうに認定するとですね、個人名や団体名などをですね、公表するですね、そういうことによってですね、ヘイトスピーチ規制を、少しでもですね、ヘイトスピーチを少しでも抑制すると、こういうことが行われました。それから2017年の11月に川崎市でですね、この川崎というところは皆さんご存知かもしれませんけれども、非常に外国人の人の多い関東地区では多いところでして、このようなヘイトスピーチが行われている、よく行われる場所の一つなんですけれども、川崎市の公の施設ですね、公の施設をヘイトスピーチ団体には貸さないですね、そういう一つのガイドラインを作ってそれを実施するようになりました。そしてもっと最近ですが、今月に入ってですね、2018年10月の5日に、東京はですね、オリンピックが2020年でしたっけ、もうちょっとありますね。それでそのオリンピックに準備してですね、2020年ですよね、準備して人権をきちっと尊重する日本にしなければいけない、東京にしなければいけないということでですね、人権条例、東京都人権条例というのが、小池都知事のですね、積極的な活動によって制定、されました。ただこれもですね、中身はまだ条例はできたんですけれども、その条例は、公園とかホールなどの都の施設の利用をヘイトスピーチ団体に制限するっていう内容ではあるんですけれども、これ具体的にどうやってやるかについてはまだこれから定められるので、そういう意味での具体性というものはありません。ただ
このような規制が行わとの条例が入ったことに対しても、憲法やジャーナリズムを研究している研究者の一部からはですね、これは良くない条例であってですね、言論の弾圧に使われる。知事が恣意的に基準を作ってですね、それを適用するということはですね、乱用の危険が大きいからするべきではないという立場もですね、皆さんがそう思っているわけではないですけれども、出ていると。これが最近の状況です。ですので、まとめますと、やはり2016年のヘイトスピーチ、規制法ができてからですね、法律の世界では、今までにはない変化が見られてですね、かなり、地方自治体が厳しくですね、規制をしたり厳しい目でヘイトスピーチに対して見るようになったということは過去と比べると言えるのではないかと、こういうふうに考えられます。Je vais parler de deux choses. On m'avait demandé d'évoquer l'affaire Charlie Hebdo et peut-être, je veux dire, quelles sont les pressions indéniables qui sont exercées aujourd'hui par des groupes religieux très conservateurs, qu'ils soient catholiques ou musulmans, c'est souvent cela qu'on retrouve en justice, et qui tentent régulièrement en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, etc., d'interdire un film, un livre, un journal, une pièce de théâtre, une exposition dans un musée au nom de l'offense qui serait faite à leur foi. Donc ça, c'est un des enjeux très très clairs en Europe aujourd'hui. Et donc, sans rentrer dans les détails, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été hésitante par rapport au blasphème. Donc, le délit de blasphème qui existe encore dans une série de pays européens, de moins en moins, mais on le trouve dans des pays comme l'Italie, la Grèce ou la Pologne, même si le Conseil de l'Europe recommande aujourd'hui à tous ses États membres de supprimer le délit de blasphème. Donc, quand on parle de blasphème, on parle d'une critique parfois très virulente à l'encontre de la religion, mais pas d'un discours de haine par rapport à des personnes. Mais la critique et la critique virulente de la religion doit pouvoir rester possible dans un état de droit et dans une démocratie. Et vous le savez, dans l'affaire Charlie Hebdo a été attrait en justice. Devant notamment le tribunal correctionnel de Paris, mais également en appel par des associations musulmanes pour la publication des caricatures du prophète. Le journal a été acquitté, que ce soit en première instance ou en appel, et les juridictions françaises ont rappelé le rôle d'un journal satirique que nul n'est obligé d'acheter, que nul n'est obligé de lire, qu'on peut aimer ou ne pas aimer le style de Charlie Hebdo, mais dans une démocratie, dans un état de droit, ce type de journal doit pouvoir exister. Et aujourd'hui, dans la jurisprudence, dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, on se rend compte qu'elle est, en tout cas, de moins en moins protectrice par rapport à ces législations qui permettraient le blasphème. En tout cas, elle est de moins en moins protectrice par rapport aux groupements qui invoquent une offense à leur religion. Donc c'est un des premiers points dans ce sujet d'actualité, même si c'est plus complètement d'actualité. L'affaire Charlie Hebdo, malheureusement, n'est plus d'actualité en tant que telle, mais elle a laissé des séquelles et très certainement des situations similaires, même si elles ne prennent pas l'ampleur internationale qu'a pris l'affaire Charlie Hebdo, existent de manière très régulière dans les démocraties européennes. Puis un second phénomène dont on n'a pas parlé, je pense qu'il est important qu'on en parle, c'est le discours de haine sur Internet. Où là on est dans une situation très délicate, puisque l'auteur est en général inconnu, et que le site est en général hébergé aux États-Unis ou en Russie, en tout cas dans des États où il est très compliqué d'exercer une pression sur les intermédiaires d'Internet.
Et donc, cette problématique du discours de haine sur Internet, dont on parle à nouveau beaucoup aujourd'hui, en fait, elle remonte vraiment au début d'Internet. Début d'Internet, on est en 2000, et peut-être certains d'entre vous s'en souviendront, il y a la fameuse affaire Yahoo, qui est portée devant le tribunal de grande instance de Paris. Donc Yahoo, une société californienne, qui héberge une série, notamment un site de vente aux enchères, qui vend des objets à la gloire du Troisième Reich, qui vend également une série de publications très clairement antisémites. Et lorsqu'à l'époque, vous vous connectiez sur le site californien à partir de la France, très clairement, en tant qu'internaute français, vous étiez ciblé parce que vous receviez des bandeaux publicitaires en français. Et donc l'affaire est portée devant un juge français très téméraire qui va finir, et c'est une série d'audiences où il y aura des philosophes qui vont être entendus, c'est une affaire vraiment emblématique, en disant on ne peut pas en Europe vivre sous l'emprise du standard américain de la liberté d'expression. C'est ça qui se jouait véritablement à l'époque. Alors au-delà de cette affaire, en droit, il y a des outils en fait qui permettent de faire pression, des outils européens qui permettent de faire pression sur les intermédiaires, fournisseurs d'accès, fournisseurs d'hébergement, principalement sur les fournisseurs d'hébergement. On a un mécanisme qui est prévu par le droit européen qui dit aux fournisseurs d'hébergement, vous n'êtes pas responsable, mais si on vous notifie qu'un contenu est illicite, ça peut être du discours de haine, ça peut être de la pédopornographie, ça peut être de la violation du droit d'auteur. Si on vous notifie cela, vous devez retirer le contenu. La directive e-commerce, la directive commerce électronique prévoit cela. Et donc, ça permet de faire pression, même sur certains sites qui sont hébergés aux États-Unis, pour reprendre ce cas-là, si la société a une filiale en France, Yahoo.com a une filiale Yahoo.com. Donc on pourrait dire tout est bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, et des tests ont été faits, on avait initié cela avec un collègue lors d'un séjour qu'on avait fait à l'université d'Oxford en 2000, on a dit mais il faudrait quand même vérifier quand on notifie à ces fournisseurs d'hébergement ce qu'ils retirent. Et donc, ce qui avait été fait, c'était un tout petit site, vraiment un hommage à la liberté d'expression. Et on avait ensuite, la notification avait été faite pour dire ce site est illégal, c'est de la pédopornographie, retirez-le. Et le petit titre avait été retiré. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, parce qu'on nous parle beaucoup du discours de haine sur Internet, mais ce que l'on voit également aujourd'hui, c'est que l'on confie à des intermédiaires privés, sans possibilité de contrôle juridique et politique, la possibilité et le fait de retirer une série de contenus sur Internet. Il y a un code de conduite qui a été adopté à l'initiative de la Commission européenne avec Facebook, YouTube, Twitter et Microsoft, pour pousser ces 4 grands responsables, notamment de réseaux sociaux, d'agir dans les 24 heures d'une notification. Et évidemment, une des grandes questions, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, étant entendu qu'à part l'un des 4, aucun ne prévoit une procédure particulière. Donc je vous recommande à tous de regarder le documentaire de Cleaners, donc ceux qui nettoient, qui est un documentaire qui vient de sortir et qui montre comment des personnes aux Philippines, dans des conditions de travail tout à fait problématiques, sous les standards du droit social, très certainement en Europe, retirent une série de contenus qui sont qualifiés de contenus problématiques, avec de grandes difficultés, c'est-à-dire que certains contenus qui sont des contestations politiques, notamment un contenu qui avait été fait par une artiste
comment dire, une artiste qui critiquait Donald Trump et qui l'avait, comment dire, caricaturé, sont retirés également. Son compte Facebook avait été fermé, sans possibilité pour elle de réagir. Et donc, on est ici devant véritablement un défi de société. On ne peut pas laisser se propager des vidéos sur YouTube où on a des décapitations en ligne. On est tous d'accord avec cela. Mais en même temps, peut-on confier à des intermédiaires privés le soin de déterminer quels sont des contenus qui sont des contenus illicites et des contenus qui ne le sont pas, à une époque où la contestation politique est très nécessaire dans une série de démocraties. On pourrait continuer à rester sur le terrain des textes qui, d'une certaine manière, en France, comme dans la plupart des pays européens, vont dans le sens d'un progrès. C'est incontestable. Si on peut ajouter, par exemple, en France, sur la notion de discrimination, la lutte contre les discriminations est une tendance générale depuis 10-15 ans. On pourrait mentionner toute une série d'étapes. Par exemple, en 2004, la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui a un certain pouvoir pour prendre en compte des discriminations qui concernent les questions ethniques, les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle. Donc on peut dire, d'une certaine manière, on est, pardonnez-moi de le dire ainsi, d'un point de vue juridique, dans le progrès. Maintenant, les textes, c'est une chose, et pardonnez-moi, mais la réalité, c'est un peu autre chose. Alors, je reviens juste sur Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est quand même le massacre, un des massacres les plus importants commis en France, avant celui du 13 novembre, donc commis en janvier 2015, et probablement l'atteinte la plus grave à la liberté d'expression qu'on ait jamais eue en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, ça c'est un fait que tout le monde connaît, mais la question de Charlie Hebdo, elle touche à deux choses. Enfin, ce massacre, cette affaire de Charlie Hebdo, avec d'abord les caricatures et ensuite le meurtre collectif, elle touche à deux choses importantes. La première, c'est évidemment la question du terrorisme, qui est devenu un des éléments essentiels pour comprendre les sociétés européennes, et, enfin, pas uniquement les sociétés européennes, mais notamment les sociétés européennes. La lutte contre le terrorisme constituant une sorte d'alibi, enfin, et même de nécessité, à la fois une nécessité et un alibi qui peut aboutir à des restrictions de la liberté d'expression, mais ce n'est pas mon propos. La deuxième chose, c'est juste un rappel historique. Les lois fondamentales de la République française, dont la loi de 1881 sur la liberté de la presse et d'expression, ont été faites dans un contexte de lutte contre l'Église catholique. Le fondement de la République française, notamment sur la question de la liberté, s'est fait dans le contexte qui était celui de la fin du XIXe siècle, contre une puissance réelle, ou supposée, assez réelle, contre l'influence de l'Église catholique. Et du coup, la question de la liberté et de la question du blasphème, par exemple, de la possibilité de blasphémer une religion, et le fait que des associations demandent le retour, ou même l'instauration, ou le retour à une époque qui précédait la Révolution française du délit de blasphème, s'inscrit dans un débat qui est beaucoup plus large, qui est celui du débat sur la question de la laïcité, qui est liée à la question de la liberté d'expression, puisqu'elle touche à quelque chose qui, à mon sens, n'est pas résolu aujourd'hui dans la société française. Quelle est la place, quel est le périmètre possible de l'expression de sentiments, de foi religieuse dans l'espace public? Quel est le périmètre et quelle est la limite, avec tous les contresens, les débats? Je ne vais pas rentrer dans cette question qui nous entraînerait trop loin, mais juste pour rappeler à quel point la question de Charlie Hebdo, c'est pas juste des caricatures publiées dans un journal qui ont fait scandale, ça touche à deux nœuds essentiels en gros de la situation actuelle de la France. Et puis je voudrais juste ajouter quelque chose. Je disais, les textes d'une certaine manière sont la tendance générale, c'est un progrès de lutte contre les discriminations, de restriction autant que possible des discours de haine. Vous avez fait la distinction. La lutte contre le négationnisme
qui s'est étendue de la question de la Shoah à d'autres génocides, va dans ce sens-là, bien. Mais la réalité, c'est l'explosion d'une certaine forme d'antisémitisme aujourd'hui, que moi, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, je regarde avec effarement, puisque je peux, alors évidemment, essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais parfois aussi dans des discours politiques, la libération de la parole, comme on dit, à un tel niveau ne s'était quasiment jamais vu depuis 1941. Je ne parle pas uniquement d'antisémitisme, je parle également des formes de racisme, des formes de discrimination, de discours contre les musulmans. On a pu voir dans Paris des manifestations qui évidemment n'étaient pas... Alors je prends ça parce que Madame Kayama, au fond, nous a présenté une réalité. On peut discuter des textes pendant des heures, mais la réalité, alors la France n'a pas ce genre de manifestation, heureusement, encore que. Mais il y a pu y avoir, il y a quelques années, des manifestations qui n'étaient pas ouvertement des manifestations racistes, mais qui ont... Je me suis retrouvé, moi, dans une manifestation pro-palestinienne où on criait mort aux juifs, en plein Paris. En plein Paris. Et ces manifestations de racisme, d'antisémitisme, de discours de haine, au sens réel, pas au sens juridique du terme, ne sont quand même que très peu réprimés. Bien sûr, l'arsenal juridique existe, mais un arsenal juridique, ça ne suffit pas. Il faut une volonté politique, il faut une prise de conscience, il faut un mouvement d'opinion, je ne sais pas. Or, sans dramatiser la situation française, je parle pour le coup que de la France, je ne parlerai pas d'autres pays, il y a une vraie interrogation. Comment lutter contre ces discours-là? Comment les limiter? Quel est l'impact sur la vie politique et sur des décisions majeures? Là, ce sont des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse, à mon sens. Alors là, c'est un peu le citoyen qui parle, et pas uniquement l'universitaire. Les réponses sont tout sauf claires. Et là, je pense que la France, comme beaucoup d'autres pays, se trouve à un tournant. Va-t-elle prendre à bras-le-corps ces questions-là, au risque de heurter? C'est quand même, enfin, excusez-moi de le dire avec un peu de passion, imaginez qu'un Premier ministre, voire un chef de l'État, prenant des positions extrêmement fermes contre l'antisémitisme ou la lutte contre les musulmans, peut se voir accusé par une autre partie de l'opinion française comme ayant un discours discriminant et proprement invraisemblable. Or, c'est un peu la voie vers laquelle on est en train d'aller en France. Et là, malgré les textes, malgré les progrès accomplis, malgré une forme de progressisme, encouragé aussi par des institutions européennes, la Commission européenne des droits de l'homme ou même la Commission européenne en tant que telle, ne suffisent pas à limiter cette évolution qui me paraît, pardonnez-moi, mais un des dangers majeurs aujourd'hui qui va très au-delà de la question de la liberté d'expression. はい、ですね、今ね、非常に大事な問題が出たと思うんですけれども、このヘイトスピーチなくすためには単純に法律の整備だけじゃなくて、政治的な決定とかね、世論の形成が大事というお話が、ルスト先生から出ましたけど、ただそれが非常に難しいという話や、むしろ今日ね、ずっと最初の段階、最初のパートでルスト先生が最初表現の自由っていうのは国家権力に対して私たちが市民がものを言うため、あるいはメディアが批判を伝えるためにまず非常に法律が整備されたという話が出ましたけれども、今非常に状況が変わってきていて、むしろ国家権力の側がそのヘイトスピーチとある意味結びついていたり、それをねむしろ発信する側に回っているという状況が日本では見られています。で今ヨーロッパなんかでもその反ユダヤ主義とか反移民のねデモの話なんかも出ましたけど、その辺の状況もちょっとお伺いしたいなと思ってちょっと問題を提起させていただきたいんですが、この写真は何だと思いますかっていうねまず質問をしたいと思います。で先ほど私がヘイトスピーチの写真日本のヘイトスピーチデモの写真を何枚か見せました。でそれを見られた方はこれもそうだろうというふうに思われるんじゃないかと思うんですよね。これも日本のヘイトスピーチデモかなと思われるかもしれません。しかしこれはそうではありません。次のスライドを見せてください。これはですね日本の総理大臣であります安倍晋三総理の
街頭演説ですね、日本の大きな選挙の前に秋葉原というところで行われた、街頭演説のそのシーンです。で、そこに集まったその今の総理大臣の支持者の人たちが先ほど見せたような日の丸、日本の国旗をあれだけ多く出してですね、こういう大きな横断幕のね、応援の横断幕なんかも出して、非常にもう絶賛するというかね、安倍総理を称賛するような、そういった集会が行われました。でもちろんね、こういった集会で国旗をかざすというか、持っていくというシーンは、アメリカにもありますし、他の国にもあるでしょうから、それだけで、この光景が異様だというふうにね、言ってしまうのは言い過ぎかもしれませんけれども、しかし実はいろいろな調査によってここに集まっている先ほどの日の丸、大きな日の丸を持ってきたような人たちの中にヘイトスピーチデモに参加している参加者がかなり大勢、含まれている。つまりヘイトスピーチデモで使った日の丸の国旗を持ってきたってことですね、ここにね。そういうことがもう分かっております。でそういういわゆる、極主義者というかね、排外主義者の人たちに、現政権のは非常に支持されているわけですね。でまたこの政権側も、ああいったヘイトスピーチデモをするような極思想を持った排外主義者に対して、保護的なというかね、彼らを、罰する、いろいろね、先ほど山本先生の話では条例なども整備されてきているという話が出ましたけれども、でも本質的には彼らを支持者ですから必要としているわけですよね。で次のスライドお願いします。で先ほど最近日本で非常に大きな問題になりましたのは、この女性は、日本の、今の政権の与党の自民党の、議員で、安倍総理に非常に信用されている議員なんですけれども、彼女が、日本の雑誌にLGBT に対しては生産性を持っていないというね、彼らに対して税金などを使ったいろんな制度を整えるのはナンセンスだというようなですね、そういう文章を発表をしました。でもちろんこれは日本でもそんな文章は許されないということでね、この載せた雑誌はもう休刊になりました。多くの批判が寄せられて。しかし、そういうような文章を発表したこの議員をですね、別に日本のその政権与党である自民党は除名処分にするとか、あるいはその議員を辞めるようにアドバイスをするということはなく、彼女はいまだに自民党の議員として、在籍しているわけですね。このような状況を見ても今やそれをですね、そういう状況を、この日本語でいう完成ヘイトっていうね言葉で、日本のこの政府がね公認のというか、むしろ政府発信のヘイトっていうのが生まれてるんではないかというような、そういうことをね言う声も一部にあり、それを裏付けるようなこういった実例もですね、いくつか見られるわけですね。そうなると今まで私たちの権利として表現の自由があって、こういうふうなメディアを権力を持ったね政治家を批判したりするためにあったわけですけども、むしろ彼らが私たちがその表現をする権利をヘイトスピーチを持って弾圧するというね、非常にそういうような状況というのが、日本では一部見られるんですが。それはヨーロッパなどではどうか。ただヨーロッパなどでも私は非常によく知っているわけではないですけど、今極右の政治家がね非常に台頭してきたり、そういう政党がいろいろな国で選挙で勝ったりとかですね、そういう話もニュースで見たりします。そういうような状況っていうのはヨーロッパではとにかくスピーチはいけない、排外主義はいけないということで、みんなの政治家も一般の人たちも足並みが揃っているのか、それともそうではない方向に
流れで今変わろうとしているのかっていうね、そういう話も少しお聞かせ願えればなと思います。Je pense que j'aurais une vision beaucoup plus pessimiste de l'Europe, certainement aujourd'hui. Si je ne prends, donc d'abord il y a des partis d'extrême droite qui sont au pouvoir maintenant en Europe, et ça date pas d'hier. La première rupture du cordon sanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Autriche en 2000, avec la montée d'un parti d'extrême droite en 2000, et à l'époque, je me souviens des manifestations que cela avait engendré, notamment à Bruxelles, notamment devant mon université, à quel point on était choqués, et qu'aujourd'hui, des choses identiques se passent, et que c'est devenu alors normal, non, mais en tout cas, c'est tellement présent qu'on ne peut plus manifester chaque fois. Pour vous donner une idée, au Parlement européen, lors des dernières élections européennes, il y a 5 ans, un quart des députés français sont des députés du Front National. C'est absolument hallucinant. Un quart des députés français sont du Front National. Si je prends la Belgique, aujourd'hui, on a un secrétaire, vous parliez des discours anti-immigrants dont on a surtout des images en Hongrie, on a dans les Balkans, on a également des images dans des endroits du sud de l'Europe où ces migrants arrivent dans des situations complètement catastrophiques, mais on a des images de manifestations qui pourraient presque ressembler à celles que vous montrez. Et donc en Belgique, on a depuis quelques années un secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration qui, suite à un article de presse qui montrait la plus-value, la valeur ajoutée de l'immigration d'un point de vue économique pour le produit intérieur brut, qui, sur Twitter, parce que les hommes politiques maintenant utilisent Twitter pour leur expression, a pu dire, si je peux comprendre la valeur ajoutée de l'immigration juive, chinoise, il avait rajouté un 3e groupe, dont je ne me souviens plus, mais je ne comprends pas par ailleurs, où j'ai des doutes quant à la valeur ajoutée de l'immigration marocaine, congolaise en Belgique, sachant que le Congo a été une des colonies belges. Donc la parole est complètement décomplexée aujourd'hui. Alors pour être sûr que ma position a été bien claire, parce que je partage complètement l'avis par rapport auquel l'affaire Charlie Hebdo et ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 était en tout cas un des plus grands chocs en termes de massacre de la liberté de presse et de la liberté d'expression sous nos yeux. Et la Belgique, par rapport à cela, était complètement solidaire et presque c'était totalement identifié, en tout cas pour ma part et pour les gens que je connais, dans ce sentiment de fin du monde, en tout cas. Mais donc pour juste peut-être résumer, je pense qu'il faut serrer les problèmes. Je pense que par rapport à ces questions, parce qu'on a abordé une série de choses, il faut serrer les problèmes. La liberté d'expression est une liberté d'expression très importante, large, et absolument indispensable par rapport à la critique du pouvoir politique, sachant aujourd'hui justement face à la montée des populismes et des extrêmes. Au nom de la lutte contre le terrorisme, et je sais qu'on ne peut pas s'en tenir au texte, mais les textes nous disent quelque chose, au nom de la lutte contre le terrorisme, cette liberté est attaquée, et elle est attaquée notamment pour les terroristes, mais ça n'a pas beaucoup d'effet, je suis désolée de le dire, mais énormément pour les mouvements contestataires, en Europe, en France, en Belgique, dans d'autres pays. Et qu'il n'empêche qu'on peut avoir des définitions du discours de haine qui sont des définitions strictes sur le plan juridique, où on parle d'une incitation directe à la violence contre des personnes pour ce qu'elles sont, pour leur appartenance à un groupe, que ce soit un groupe ethnique, que ce soit en raison de leur appartenance à la communauté LGBT, et on doit absolument différencier ces attaques contre des personnes par rapport à une critique de la religion. Oui, bah, je suis d'accord avec vous, malheureusement. Enfin, j'ai envie de dire aussi, encore une fois, je pense que du point de vue des textes, parce que c'est très important, du point de vue de la tendance générale
philosophiques, idéologiques. Il y a eu des progrès en Europe. La lutte contre les discriminations a été un des marqueurs fondamentaux des démocraties occidentales, européennes et de bien d'autres dans les 20 ou 30 dernières années. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, dans un contexte, on va dire, particulier, qui est ce qu'on appelle un terme totalement impropre, à mon avis, la crise des migrants, ou la crise de l'immigration, totalement impropre, parce que c'est une crise qui, non pas qui n'est pas réelle, mais qui, comparée à d'autres vagues de migration dans l'histoire, est quasiment, c'est epsilon. On le sait aujourd'hui par beaucoup d'études démographiques. Donc là, c'est plus un problème politique qu'un problème réel. À cause de ce contexte-là, certaines démocraties comme la France, et notamment les partis au pouvoir qui ont porté ces réformes, je pense notamment à la gauche, à la quasi-disparition de la social-démocratie en France. C'est quand même un événement politique qui n'est pas anodin. Elle paye le prix de ce progrès. On a payé le prix de ce progrès. C'est-à-dire, et là, encore une fois, je parle autant en tant que citoyen qu'en tant qu'universitaire, ces questions de progrès en termes de discrimination, de lutte, tout en conservant les distinctions, nous paraissaient naturelles. Et chaque conquête apparaissait comme acquise, puisqu'elle allait vers cette idée d'un mieux, d'une société qui serait meilleure, qui est quand même la vieille idée qui nous vient de l'époque des Lumières. C'est-à-dire, demain sera toujours au mieux. En tous les cas, nous devons œuvrer pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ça reste quand même la définition fondamentale du progrès. Or, pour beaucoup de mouvements politiques, cette idée-là n'a plus de sens. Et d'une certaine manière, les partis politiques, qu'ils soient de droite comme la social-démocratie, ou de gauche pardon, comme la social-démocratie, ou de droite, comme les gaullistes en France par exemple, ou ce que j'appelle la droite républicaine, qui ont œuvré tous les deux d'une certaine manière, malgré leurs différences, dans cette direction-là, payent le prix fort. Après tout, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Sinon, le fait que l'un des pays qui s'est montré, entre guillemets, le plus généreux face à cette, entre guillemets, crise migratoire, eh bien, est en train de payer le prix avec quelque chose qui paraissait encore, il y a quelques années, inimaginable, à savoir le retour sur la scène politique d'un parti qui se réclame quasi ouvertement, on ne va pas entrer dans les nuances, du national-socialisme, c'est-à-dire le tabou fondamental de l'Allemagne contemporaine. Et d'une certaine manière, si on devait faire l'histoire du Front National, parce que vous avez mentionné Heider, mais vous avez oublié le Front National, 1983, première municipalité, et Dreux, le gouvernement national. Bon, alors, le mouvement d'extrême droite, qu'on appelle aujourd'hui populiste, on pourrait discuter des définitions, c'est une vague qui vient de loin, qui a été portée bien sûr par la crise économique et aujourd'hui par la question des situations européennes, mais la question qui est derrière, qui rappelle un tout petit peu les années 30, un petit peu, je ne vais pas faire trop de comparaisons avec les années 30, mais est-ce que plus de démocratie nous mène inéluctablement à une crise de la démocratie? Parce que c'est au fond ce à quoi on assiste en Europe. Et je n'ai pas quitté le terrain du débat, puisque là je parle de plus de démocratie sur le terrain de la liberté d'expression, en tous les cas sur le terrain de la lutte contre les discriminations, d'une plus grande tolérance, etc., etc. Or, ce mouvement démocratique, encore une fois porté par un spectre assez large sur le plan politique, aboutit aujourd'hui à la mise en danger des démocraties. Et là, c'est quand même une question, encore une fois, qui est devant nous. ちょっと私も質問というかですね、お聞きしたいことがあって、それはシャルリー・エブドについてのことに関係するんですけれども、一方でフランスでは下装法がある象徴するように反ユダヤの言説については非常に厳しい規制が行われて、事実を否定するということ自体が刑事罰になるということになっているわけですよね。で他方でシャルリー・エブドは多分がない無責任な雑誌ということでもありとあらゆる権威を倒すんですけど、その中にやっぱりイスラムを非常に着
茶化す、あるいはバカにするような、宗教的な侮辱をもたらすような表現がシャルル・エブドの中にはあってですね、それをどう見るかということについてなんですけれども、先ほどルッソ先生おっしゃったようにライスではカトリック教会の精神的な権威というものを跳ねのけるために、自由のために精神の自由のために、来世というのはとても重要な意味を持ったと思うんですけれども、今その来世っていう言葉の使われ方が日本ではないですよ、フランスにおいてですね、どちら自由として使われるよりもむしろ抑圧の道具として使われている面があるのではないかっていう指摘があるのでですね、それをちょっと違うちょっと難しい言葉で申し上げると、かつてのレイシズムですね、人種主義は生物学的な人種が違うからもう生まれつき全然違うんだっていうような生物学的な差別心だったと思うんですけれども、今はむしろ文化、西洋の文化、優れた文化に対してむしろそうではない反西洋、非西洋の文化を持っている人たちが劣っているというレイシズムの方が、主流で、かつその中でも、普遍主義的、レイシズム、つまり、普遍的な価値を、シェアできる、パルタージュですね、フランス語で言うと共有できる人ですね、普遍的な価値を共有できる人とそうではない人たちの間に、差があるんだと、こういうふうにして、グループ一定のグループを脇に置いて、差別してしまう、この構造の方が問題なんだと。今私が言ったのは全部自分の考えだというよりはではなくて、批判的な人は、そういうふうにですね、今のフランスの在り方を、描いて、これがやっぱり、テロリズムのフランスにおけるテロリズムの一つの温床になってるんじゃないか。つまりフランスのテロリストたちは、ベルギーのテロリストたちは、よその国から急に来てテロリストになった人たちじゃなくて、ベルギーで生まれたり、フランスで生まれた、パリで生まれた人たちが、その人たちがテロリストになっちゃう。社会の構造が非常に、不平等でですね。で、表現の自由の規制がそういう人たちに対しては全然働かずですね、イスラム教に対しては非常に侮辱的な表現が行われ、それに対して、ユダヤの人たちもちろん差別を受けていると思いますけれども、そのイスラムの人たちから見ると、国から守ってもらえている立場になっていると。だからその意味で自分たちは非常に脇に寄っている、こういう感情があるのではないかという、一つの説明があるんですけれども、これは間違っているかもしれませんし、そこのところをどういうふうに考えているかなというふうに聞きたいです。C'est une question difficile, c'est une question délicate. La situation en Belgique et en France se distingue, en tout cas par rapport à la laïcité, à la place de la laïcité. Le principe de laïcité n'est pas un principe fondateur de la Belgique. On a une notion un peu floue, un peu bizarre, on appelle la neutralité. Et puis maintenant on a la neutralité exclusive et inclusive. On a le modèle, parce qu'en Belgique il y a 30% de la population qui parle français, et puis 35%. Et puis la majorité de la population qui parle néerlandais, et puis 1% qui parle allemand. Et culturellement, c'est un pays où on n'a pas du tout une identité nationale, mais alors absolument pas du tout, comme ce que j'ai pu observer en France. On a un petit pays avec 3 langues, 7 parlements, 7 gouvernements, l'identité nationale. Disons que beaucoup de personnes se définissent comme européens. C'est plus facile. Et donc, il n'y a pas une réponse pour la Belgique, dans le sens où on a certaines politiques et certains discours qui vont regarder vers la France, mais on a certains politiques et certains discours qui vont regarder vers les Pays-Bas, notamment, ou vers d'autres pays. Ce qui est très clair, c'est que moi je travaille beaucoup sur les thèmes comme les discriminations à l'embauche, les discriminations dans l'accès au logement. Et ce qui est très clair, les chiffres le montrent, des études de sociologues nous le montrent, la situation est problématique. En dépit de lois antidiscriminatoires sur papier qui sont honnêtement excellentes,
La situation sur le terrain, c'est par exemple à Bruxelles, dans une ville qui fait 1 million d'habitants, qui est la capitale de la Belgique, dite capitale de l'Europe, sans offenser nos amis français. Eh bien, si vous êtes d'origine maghrébine, mais qu'on dit d'origine, nous, aujourd'hui, c'est des personnes de la 3e génération. Quand vous faites même des études de droit à l'ULB, donc des étudiants que je forme, vous avez un nombre substantiel de chances, entre guillemets, de ne pas trouver un emploi en raison de votre origine. C'est une réalité. Et donc je ne parle même pas de la fracture sociale. La fracture sociale, la fracture socio-économique en Belgique et à Bruxelles est aussi une fracture ethnique. Mais même sans rentrer là-dedans, en prenant en compte à diplôme égal, donc des personnes qui ont fait le choix, en tout cas le choix, j'ai une série d'étudiants dont les parents ont tout donné pour que leurs enfants puissent aller à l'université. En Belgique, on n'a pas de hautes écoles, on n'a que l'université. Et pour rentrer à l'université, il n'y a que l'université publique. Et c'est 850 € par an. Donc il y a vraiment une possibilité de rentrer à l'université. Donc c'est une société qui s'organise de manière très très différente. Même par rapport à ces étudiants-là, dont les parents parfois n'ont fait que les études primaires, une partie des études secondaires, ces étudiants sortent avec un diplôme en droit et ne trouvent pas de travail. Et viennent me trouver en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Donc un manque de capital social. Comment donne-t-on du capital social ? Et donc, je ne veux pas lier cela aux attentats, au terrorisme, parce que ça, le lien est vraiment pour moi trop loin, mais je pense que c'est deux questions. Mais ce que l'on ne peut pas négliger, effectivement, il faut serrer les problèmes, mais il faut bien voir qu'une série de politiques d'intégration et de non-intégration, telles qu'elles ont été menées, conduit à des situations très très compliquées. Et la situation française, et je laisserai M. Rousseau en parler, est différente, mais pour la Belgique, de manière très très claire. Et donc, bien évidemment, il n'y a qu'un pas pour parler de racisme culturel. On a un grand mouvement de critique des droits de l'homme également, qui sont d'un héritage occidental et impérialiste. Donc, évidemment, les situations telles qu'elles existent nourrissent ce type de critique. Et dans un état de droit, pas uniquement dans une démocratie, mais dans un état de droit, on doit, un des marqueurs de la vigueur d'un état de droit, c'est la manière dont cet état de droit traite ces minorités. Que ce soit ces minorités ethniques, également ces minorités sexuelles, ces minorités religieuses. Et on n'y échappera pas de prendre ce problème à bras le corps. Je vais essayer de répondre rapidement à des questions complexes. Je vais d'abord rappeler un élément historique. Les lois sur la laïcité, pour aller très vite, définissaient deux choses. La première, c'est la neutralité de l'État. Ce qu'on appelle, d'un point de vue juridique, l'application formelle des textes, ce qu'on appelle la laïcité en France, c'est d'abord et avant tout la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas à intervenir dans les questions d'ordre religieux, ce qui a beaucoup d'implications. Par exemple, vous ne pouvez pas porter d'insigne religieux si vous êtes le professeur. Et les élèves, dès lors qu'ils sont obligés d'aller à l'école, ne peuvent pas afficher leurs opinions religieuses. Je prends juste cet exemple. Cette disposition ne s'applique pas aux étudiants, ne s'applique pas à des majeurs qui vont à l'université, qui peuvent parfaitement exprimer leurs opinions religieuses de quelque manière que ce soit. Pourquoi je rappelle ça? Parce que vous avez parfaitement raison. Alors, pardon, j'ai oublié le deuxième élément. La laïcité, c'est donc la neutralité supposée, bien sûr, de l'État. Et la deuxième, c'est la protection des religions. Et notamment, quand les lois ont été votées, des religions catholiques. Et là où il y a aujourd'hui un débat fondamental, c'est qu'il y a effectivement une partie de l'opinion qui se sert de la laïcité comme une arme contre, pour aller très vite, les musulmans. Enfin, je fais une généralité, mais c'est bien ça. Et puis de l'autre côté, la question de savoir, est-ce que ces lois, qui ont été évidemment amendées, complétées depuis un siècle et demi,
sont encore suffisantes, sont encore, comment dire, bien adaptées à la société d'aujourd'hui. Je prends une opinion personnelle. J'ai pas mal vécu aux États-Unis où j'ai enseigné, et le spectre que brandissent certains en France du communautarisme, d'une certaine manière, je ne l'ai pas vu aux États-Unis, contrairement à ce qu'on raconte. C'est-à-dire, la question qui se pose, et je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que la tradition républicaine française, qui est intégratrice, qui est universaliste, qui, d'une certaine manière, arrase des identités particulières, c'est le fondement même de la République, même si elle leur a laissé évidemment une place, mais c'est de créer une forme d'homogénéité, c'était l'objectif en tous les cas de la République. Est-ce que c'est encore compatible avec le monde d'aujourd'hui? Et je crois, encore une fois, je serais très prétentieux de dire que j'ai une quelconque réponse, mais c'est l'une des difficultés majeures auxquelles se heurtent la plupart des gouvernements, des partis politiques, des intellectuels depuis une trentaine d'années. À cela s'ajoute, alors, si je vais répondre à toutes vos questions rapidement, moi non plus, je ne ferai pas ce lien mécanique entre inégalité sociale et terrorisme. Pour mille et une raisons. La première, c'est que ce terrorisme-là, qui vient d'un fondamentalisme religieux, est mondial. Et que je sache, dans d'autres pays, y compris dans le monde musulman, la question de la laïcité ne se pose pas. Et donc, le lien que vous avez fait, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien du tout. Il y a peut-être un lien, ça revient à ce que je disais, peut-être qu'il faut inventer d'autres manières d'intégrer les minorités ou de penser la religion dans le monde d'aujourd'hui, mais ce lien entre inégalité sociale, qui est une réalité par ailleurs, ces inégalités sociales sont une réalité, et terrorisme, je ne le ferai pas. Par ailleurs, et c'est la situation française, alors je ne sais pas si elle est équivalente à celle de la Belgique, mais la France, vous avez tout à fait raison sur la santé d'une démocratie se mesure au traitement de ces minorités. Or, la France parle de la plus grosse minorité musulmane d'Europe et la plus grosse minorité juive. Il y a d'autres caractéristiques, mais voilà, ce sont deux caractéristiques, ce qui pose aussi des problèmes, entre guillemets, de vivre ensemble. Vous disiez, au fond, les discriminations s'exercent plus à l'égard, pour aller, encore une fois, dans des généralités à l'égard des musulmans, qu'à l'égard des juifs. Oui, mais on tue des juifs parce qu'ils sont juifs en France. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu récemment de crimes anti-musulmans, alors même que la France a subi parmi les pires attaques du terrorisme fondamentaliste musulman. C'est-à-dire, dans ce discours pessimiste, globalement, que nous tenons, il y a aussi une réalité. La France, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, Charlie Hebdo, qui était un crime qui a été perçu par les Français, enfin par l'opinion en France, comme un crime contre la liberté d'expression. Des millions de personnes dans la rue. À Paris, la plus grosse manifestation depuis 1968. Pas la manifestation de gauche, la manifestation de droite. C'est un détail. Mais des millions de personnes dans la rue après l'attentat de Charlie Hebdo. Personne n'est descendu dans la rue après les attentats du Bataclan, du stade de Saint-Denis. Pourquoi? Parce que la situation était très différente. Charlie Hebdo a été perçu comme une atteinte à la liberté d'expression, une atteinte à la liberté tout court. Et donc les gens ont réagi en disant « nous défendons, en descendant dans la rue, cette liberté d'expression ». Les attentats de novembre, du 13 novembre 2015, ont été perçus, à tort ou à raison, comme un acte de guerre. Après, on peut discuter si c'est vrai ou pas. Et donc, on ne manifeste pas quand on a le sentiment qu'on est attaqué. Soit on se bat, soit on est dans le désarroi. Et la société française s'est trouvée, à mon avis, dans le désarroi face à ces attentats. Mais là où je vous rejoins, c'est pour ça que j'essaie de répondre précisément à votre question, encore une fois, la question de la place des religions, parce que le fait religieux, qu'on le veuille ou pas, est un phénomène majeur aujourd'hui dans la plupart des sociétés contemporaines. La façon dont le système français a géré ces questions de minorité par le passé ne me paraît pas adapté aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je jette le principe de laïcité, j'y tiens absolument, personnellement, c'est mon point de vue personnel. Mais ce système-là a, à l'évidence, quelques faiblesses, pour le moins, puisque les lois seules ne suffisent pas à le faire fonctionner. D'où les débats sur le voile, faut-il ou non. Si la loi suffisait, on n'aurait pas eu recours constamment, par exemple, au Conseil d'État, pour
trancher sur des situations particulières, ou à la justice. La fameuse affaire Babylou, d'une crèche, où est-ce qu'une accompagnatrice, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un petit peu complexe, mais une mère de famille qui n'appartient pas à l'éducation nationale, donc qui n'est pas une fonctionnaire, donc qui n'est pas astreinte à la neutralité de l'État, mais qui va accompagner des enfants dans une sortie scolaire, dans le système français, est considérée comme étant revêtue des prérogatives de la puissance publique pendant 1 heure. Pendant 1 heure, elle est fonctionnaire, elle est obligée de se soumettre aux prérogatives qui valent pour les fonctionnaires qui, eux, sont astreints à la neutralité de l'État. D'où le débat. Alors, encore une fois, je suis très attaché à la laïcité parce que la laïcité, c'est aussi une forme de défense des minorités et des religions. Mais, à l'évidence, il faudra un jour adapter les textes. Merci beaucoup pour cette question très complexe. Je vais essayer d'y répondre rapidement, mais autrement, je peux évidemment compléter ma réponse après le débat. Donc, première chose, il faut distinguer les droits absolus des droits relatifs. La torture est un des rares droits absolus de la Convention européenne des droits de l'homme. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Point. Et donc il n'y a aucune marge d'appréciation. À partir du moment où un fait est qualifié de torture, de traitement inhumain ou de traitement dégradant, il y a une condamnation. Quasiment tous les autres droits de la Convention européenne des droits de l'homme sont des droits relatifs. Liberté d'expression, liberté d'association, liberté religieuse. Cela veut dire que dans tous ces droits, des dérogations sont prévues, sont permises. Elles sont permises à 3 conditions que j'ai énoncées. Il faut que ce soit prévu par la loi, il faut que ce soit poursuivre un objectif légitime. Par exemple, protection de la réputation d'autrui, protection de l'impartialité de la justice, protection de la sécurité nationale. Et il faut ce fameux test de proportionnalité. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne tue pas une mouche avec un fusil, donc on va vérifier si l'atteinte à la liberté d'expression est bien de nature à poursuivre le but, et si c'est proportionné. Et dans cet exercice-là, toujours, pour tous les droits, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît une certaine marge nationale d'appréciation. C'est pour cela qu'on a un standard qui est commun de liberté d'expression, mais que vous avez en Europe, la majorité des États du Conseil de l'Europe, 47 États du Conseil de l'Europe, ne condamnent pas le négationnisme. C'est ça aussi la marge d'appréciation. La France le condamne, la Belgique le condamne, l'Allemagne le condamne, la Suisse le condamne, mais une série d'autres, comme le Royaume-Uni par exemple, ne le condamnent pas. Et donc c'est vraiment dans l'exercice de cette marge nationale d'appréciation qui va être plus ou moins grande en fonction des espèces. Ce sera moins grand si par exemple il y a un consensus européen, si le standard européen se rapproche. Donc par exemple, le fait qu'il y a de plus en plus un consensus européen sur la protection des droits des personnes LGBT fait qu'en Europe aujourd'hui, tout État doit reconnaître, doit prévoir une reconnaissance juridique des couples de même sexe. Pas le mariage, mais une reconnaissance juridique, ce qu'on appelle le partenariat civil. La Cour y est arrivée très récemment parce que le consensus se fait. Dernier élément, par rapport aux affaires sur le voile, effectivement, dans toutes les affaires qui ont concerné la France, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas condamné la France et estimé que la marge d'appréciation était respectée. Mais par rapport à des affaires très très similaires, quasiment identiques, le Comité des Nations Unies des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises. Donc là, on voit bien que par rapport à un droit fondamental qui est identique, en l'espèce la liberté de religion, on peut avoir une différence de jurisprudence entre la Cour européenne d'une part et le Comité des Nations Unies de l'autre.
Donc cette affaire montre à quel point la liberté de presse et la protection des journalistes est tout à fait fondamentale. Et malheureusement, sur un plan juridique, on peut juste voir que le droit est bafoué, mais comment le mettre en œuvre? Et ici, vraiment, la question, c'est comment, politiquement, vous pouvez faire pression sur un pays tant que ce pays est assis sur des réserves de pétrole qui lui permet de... Comment dire? C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment la loi du plus fort. Hein. Alors bien évidemment, il va y avoir... Voilà, je ne peux vraiment pas vous répondre mieux que cela. Il y a une série de manœuvres diplomatiques qui sont entamées dans un contexte aussi politique aujourd'hui assez particulier, quand on parle des États-Unis. Mais on ne peut que constater une violation totalement flagrante de la liberté de presse, et le nombre de journalistes qui sont tués de par le monde est malheureusement énorme. Reporters sans frontières en parle, je veux dire, dans des rapports continuels.今ご指摘あったように表現の自由をコンテクストの中で考えないといけないというのは私も本当にそうだというふうに思います。今の保守体制というか政権と自民党というのを見るとですね、一方で、非常に、LGBT の差別を容認するような議員がずっと自民党で議員にいられるっていうような、自由も言ってると同時に、自民党の改憲案というのが2014年に出たんですけど、それですと全体的に権利っていうのはもっと制約して、公の秩序を守んなきゃいけないっていう、そういう憲法の改正案なんですよね。ですから都合のいいところで権利は制約して、都合の悪くなると、表現の自由なんだっていうふうに出しちゃう、そのダブルスタンダードっていうかですね、これをなんとかきちっと捉え直してですね、いかないといけないなと、表現の自由がその意味では一人歩きしては絶対にいけないなっていうのは、私は個人的にはそういうふうに思います。